13h, 14h. Europe 1, 13h. 13h47 sur Europe 1, Europe 1, 13h, dernière partie avec Céline Géraud et aujourd'hui le journaliste Yvan Rioufol et le chroniqueur politique Olivier d'Artigol. Et on parle maintenant de ce qui se passe en Syrie après la chute de Bachar el-Assad. Le nouvel homme fort de la Syrie est Mohamed al-Joulani. Alors le Quai d'Orsay s'est félicité de la chute du dictateur syrien, mais la France s'interroge sur les intentions du nouveau pouvoir issu de l'islamisme. On va écouter Jean-Noël Barrot, le ministre des Affaires étrangères démissionnaire. Il était sur France Info ce matin. La place qui sera donnée aux femmes, la place qui sera donnée aux minorités chrétiennes, druzes, kurdes, conditionne la capacité de la Syrie à vivre en paix et en sécurité dans sa région. Les premiers signaux démontrent une volonté de ces groupes d'écarter les exactions dont certains groupes islamistes ou djihadistes sont coutumiers, d'écarter certaines attitudes qui démontreraient une volonté hégémonique. Mais nous sommes très prudents et je le dis, l'appui de la France sera conditionné au respect des minorités, des droits humains. Sur la durée. Ça s'apprécie sur la durée, évidemment. Jean-Noël Barrot, ce matin sur France Info, alors après 14 années de souffrance et de cauchemar, la Syrie est libérée, mais est-ce qu'on ne risque pas de basculer dans une autre forme d'extrémisme? C'est vrai, 14 années, c'est vrai, c'est une de guerre civile, mais plus d'un demi-siècle sous le régime des Assad. Donc ça a été terrible, les images d'émotion de liesse populaire sont très, très fortes. Ouais. La libération des prisonniers, on pense aussi aux réfugiés syriens à travers le monde. Bon, là, c'est en effet en 12 jours quelque chose de spectaculaire, tout simplement. Ça a été absolument fulgurant. Tout simplement parce que l'Iran et la Russie ont lâché Bachar el-Assad. Après, d'ailleurs, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a déclaré que la chute d'Assad était une conséquence directe des coups qu'Israël avait portés à l'Iran et au Hezbollah. Oui, il y a un effet domino de la situation. Tout est en train de bouger. Après, il faut être très prudent parce que quand on voit en effet le pédigré de al-Joulani, d'Al-Qaïda, à l'État islamiste et sur ses dernières positions, y compris, il faut être. Alors, il me semble habile politiquement. Il faut bien se dire qu'il n'y a plus d'opposition syrienne. Le régime l'a totalement éradiqué. Donc, on voit que le sort fait au Premier ministre, pour l'instant, il reste dans le paysage institutionnel. Il y a une certaine forme d'habileté donc du leader de cette offensive victorieuse. HTS, qui est l'ancienne branche syrienne d'Al-Qaïda. Alors, il dit qu'il a rompu avec le djihadisme. Après, il faut être extrêmement prudent parce qu'on se souvient, ça a été dit et répété, mais on se souvient de la manière dont cela s'est passé après Saddam Hussein en Irak. Donc il y a bien sûr un avenir qu'on souhaite très positif pour le peuple syrien, ô combien, mais avec en effet des risques réels. Yvan Rioufol. Moi, j'ai cru voir une certaine naïveté dans la déclaration du président de la République, Emmanuel Macron, hier, qui a dit qu'un état de barbarie était tombé. Je crois que c'était ça, ce terme. Or, je veux bien admettre en effet que ce régime était un régime épouvantable, mais si cet état de barbarie est tombé, ça laisserait présager qu'il y aurait donc un état renaissant qui viendrait lui succéder, ce qui n'est vraiment pas le cas du tout. Moi, j'ai toutes les appréhensions du monde face à ce profil, en effet, de ce djihadiste. C'est un djihadiste nationaliste, mais un djihadiste malgré tout, qui va appliquer la charia, c'est-à-dire un totalitarisme. Et toute la question est naturellement de savoir si les minorités vont être protégées, singulièrement les chrétiens. Parce que les chrétiens d'Orient étaient malgré tout, c'était le paradoxe, étaient protégés par le régime syrien. Et là, j'entends que les chrétiens, pour l'instant, on leur a assuré qu'ils ne craignaient rien, mais qu'ils devaient déjà faire cesser de sonner leurs églises. Donc ça commence mal, si c'est bien, cette information est bien confirmée. Et moi, ce que j'ai vu et ce qui me donne peut-être plus d'espoir, c'est que à voir qu'en moins de 15 jours, un régime aussi installé s'est effondré sous nos yeux, précisément parce que ça a été dit, parce que l'Iran et parce que la Russie n'ont plus les moyens effectivement de le soutenir, cela laisse peut-être présager d'un même scénario pour l'Iran lui-même. C'est-à-dire que je fais cette hypothèse que l'Iran est tellement affaibli après le 7 octobre, après les coups qui ont été portés indirectement au proxy, comme pour parler maintenant, comme on dit, comme on cause dans les médias, à travers le Hezbollah, à travers le Hamas, etc., par Israël, on peut supposer peut-être que l'Iran ne tient plus non plus qu'à un fil. C'est une hypothèse qui n'est pas simplement la mienne, que j'ai déjà entendue et qui serait très encourageante, parce que là, ce serait vraiment une dictature qui s'effondrerait, une autre dictature qui s'effondrerait, mais le peuple
iranien me semble être beaucoup plus apte à une démocratie que le peuple syrien, quoique le peuple syrien soit également tout de même, malgré tout, assez éduqué aussi. Donc moi je demande une grande prudence. J'ai toujours en souvenir les printemps arabes. Nous avions tous applaudi au printemps arabe. Et on avait vu ce que cela avait donné, effectivement, dans la contre-offensive djihadiste, et dans cet implacable totalitarisme islamique qui s'était installé dans tous les pays, sans exception. Alors le profil, justement, on en a parlé tout à l'heure dans le journal avec Nicolas Tonev, c'est un islamiste caméléon, ce Mohamed al-Jolani, partisan d'un djihadisme nationaliste. Il veut d'ailleurs chasser tous les combattants étrangers pour se concentrer effectivement sur son pays, quoi. Oui, puis différents groupes qui ont obtenu cette victoire face à Bachar al-Assad sont y compris divisés entre eux. Donc il y a aussi, on ne sait pas la manière dont cela va pouvoir se passer. Il y a un homme très influent qui a marqué des points sur la dernière période, c'est Erdogan, c'est la Turquie. Poutine a de quoi être vraiment très en colère. Il faut voir aussi la réaction du Russe dans ce moment-là. La Turquie qui accueille beaucoup de réfugiés syriens. Oui, qui accueille beaucoup. Donc tout est en train de bouger, peut-être y compris que Erdogan va être sur d'autres formes de diplomatie très très active. Il faudra voir la manière. La Turquie qui prévient en demandant effectivement ne pas constituer une menace pour les pays voisins. C'est évident. On sent que ça va être le juge de paix. Et il faudra voir la manière dont Donald Trump, qui a fait beaucoup de diplomatie, y compris lors de son déplacement à Paris, va aussi s'emparer de ce dossier-là. En tout cas, on voit, et ça c'est spectaculaire à vivre, combien il y a un effet domino à partir des événements les plus récents concernant bien évidemment l'attaque du Hamas, la manière dont cela s'est passé pour le Hezbollah, la manière dont le régime iranien est en effet aujourd'hui très fortement fragilisé. Tout est en train de bouger pour un nouvel ordre dont on a du mal à voir les lignes aujourd'hui directrices. Avec ce Mohamed al-Jolani dont on a beaucoup parlé, pragmatisme radical, c'est ce qu'il dit à propos de lui quand on lui demande de présenter sa méthode. Alors est-ce que ce djihadisme modéré n'a pas forcément convaincu les chancelleries occidentales? Un djihadisme modéré, ça n'existe pas. Mais je voudrais revenir sur une réflexion qu'a faite Olivier d'Artigol tout à l'heure, qu'il se félicitait de voir que les prisons s'étaient ouvertes en libérant tous les prisonniers. Je veux bien, j'admets, je comprends bien l'idée qu'il y a sous-jacente, mais malgré tout, parmi ces prisonniers, il y avait aussi beaucoup de djihadistes, il y avait beaucoup d'islamistes, parce que précisément, le régime d'Assad, s'il est tombé précisément parce qu'il s'opposait à ce djihadisme-là, malgré tout. Et donc, moi, je mets en garde... Parmi lesquels des ressortissants français aussi. Oui, absolument. Et notamment, il y avait notamment ceux qui avaient appelé, d'ailleurs, je crois, à la mort de Samuel Paty. Et donc, moi, je mets en garde, malgré tout, contre cette réserve djihadiste qui est à nouveau maintenant dans la nature et qui pourrait parfaitement se retrouver sur des territoires européens, voire des territoires français. J'entendais Gilles Kepel hier, s'alarmer, je ne sais pas, je n'ai pas réussi à vérifier son information sur l'état d'impréparation de la DGSI et du parquet antiterroriste. Le renseignement, en tout cas, est mobilisé, effectivement. Il y a beaucoup terroristes français où, paraît-il, ils ont perdu leurs meilleurs éléments. Je ne sais pas effectivement d'où il tient cela, mais enfin, je tiens à ce spécialiste malgré tout comme raisonnable et expert en ce qu'il dit. Donc je pose cette hypothèse de savoir si nous avons bien tous les garde-fous maintenant pour se prémunir d'une nouvelle exportation d'un terrorisme djihadiste sous les applaudissements de ceux qui trouvent formidable effectivement d'ouvrir les portes des prisons. Vous avez raison de rappeler. Il ne faut pas tomber dans la naïveté qui a été notre travers depuis maintenant trop longtemps. Vous avez raison de rappeler cette dimension qui est essentielle pour notre sécurité. Je parlais bien évidemment d'autres profils, c'est-à-dire de démocrates syriens, y compris des laïcs, y compris des personnes qui ont été d'un immense courage et qui, pour ce qui les concerne, ne représentent pas pour nous un danger d'islamisme. Mais bien évidemment, Yvan a totalement raison de donner l'autre dimension qui est ô combien préoccupante. Avec effectivement les Russes, le soutien de Moscou dont les troupes sont mobilisées pendant la guerre en Ukraine qui s'est effrité, ça a été déterminant. On n'a pas la confirmation de Moscou que Bachar al-Assad et sa famille seraient réfugiés là-bas. C'est le grand échec de Poutine, en effet, qui ne peut pas tenir deux fronts, on le voit bien. Toute son armée est mobilisée sur le front ukrainien, et on sait bien pourquoi, mais à ce point qu'il ne peut plus défendre même les bases russes, parce que si j'ai bien compris, la Russie a réussi à avoir des garanties sur le maintien, malgré tout, d'une de ces bases ou de ces deux bases, je n'ai pas ça en tête exactement sur les noms, mais cela semble très précaire, et effectivement cet l'affaiblissement de l'Iran va de pair avec un certain affaiblissement
de la Russie, qui est moindre, parce que l'Iran n'a pas à se confronter à une guerre de 1000 kilomètres de frontières, mais il y a également ce phénomène à regarder de près, de savoir si la Russie a bien il faut voir la manière dont ça va bouger en Irak aussi. Ouais. Et là, concernant l'évolution de la situation en Irak, là, c'est une tension plus forte encore pour l'Iran. Et ce sera évidemment au menu d'Europe 1 Soir ce soir avec Pierre de Villeneuve et ses invités et ses chroniqueurs. Merci à tous, merci Olivier, merci Yvan. À demain dès 13h bien sûr pour de nouvelles aventures. C'était Céline Géros sur Europe 1 et demain matin, notez que Sonia Mabrouk reçoit Sylvain Maillard, député Ensemble pour la République de Paris et président du groupe Renaissance de Paris dans la grande interview CNews Europe 1 à 8h10 dans Europe 1 Matin. Pour le moment, votre lundi après-midi se poursuit avec les récits de Christophe Ondelat, 14h-15h, c'est On de la raconte sur Europe